cinéma n'est pas mort. Ça tourne ou ça tourne pas? C'est la fin du cinéma. Moteur! Allons-y! Moteur! Ça tourne, trop bien. Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, pour l'émission Toile Étoile d'aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler d'un film tout à fait formidable et c'est comme ça que nous recommençons une saison exceptionnelle puisqu'il s'agit de L'ombre de Goya. C'est un film de José Luis López Linares. Alors ce premier film de la saison, en effet, c'est un film d'une grande qualité et c'est surtout réalisé par un homme très fin, je parle du réalisateur, très respectueux de ses invités, qui sont certes prestigieux, mais qui aujourd'hui, écoutez, c'est quand même amusant de voir comment les choses évoluent, beaucoup de gens ne les connaissent plus. Goya? Mais qu'est-ce que je suis là? Comment tu me parles, Madame Goya? C'est quoi? Alors bon, voilà, Goya, c'est vrai qu'il va peut-être falloir expliquer qui il est. Buñuel, mais c'est qui celui-là aussi? On sait pas, on sait plus. Et quant à Carrière, puisqu'il s'agit de ces trois personnages qui sont au cœur du film, Carrière, bon, je pense malheureusement que peut-être beaucoup déjà l'ont oublié, peut-être pas chez nous parce que c'est vrai qu'il habitait dans la région, il était du Languedoc. Et le réalisateur a su mettre en lumière dans un documentaire, parce que vous savez que moi j'aime pas trop les documentaires, mais alors là, en l'occurrence, quand il y a un documentaire de cette qualité-là, voilà, on dépasse évidemment le documentaire lambda. Le réalisateur a eu l'intelligence, il a un regard qui écoute et qui crée d'ailleurs ainsi une concordance avec ce qu'il filme. Il nous dit, comme Goya, comme Carrière, comme Buñuel, ce qui doit être vu. Mais cela est dit par les images. Eh bien oui, j'ai envie de vous dire que c'est quand même la base. Et comme tous les films de qualité, voilà un film, L'ombre de Goya, un documentaire qui parle de cinéma. De la façon dont il faut utiliser l'écriture cinématographique à travers ses cadrages, sa lumière, ses prises de vue, ses prises de son, pour donner à voir et à entendre. Alors, une des premières films de la première séquence, on va dire, du film, on voit Jean-Claude Carrière dans un train, qui est filmé d'ailleurs un peu à l'arrache, peut-être même avec un téléphone, je ne sais pas, la prise de vue n'est pas très très bonne, mais il est dans le train donc, et il chante une chanson occitane. Et je pense que là, c'est là où le réalisateur a eu cette intelligence-là. S'il a filmé Jean-Claude Carrière, il s'est dit, oui, pourquoi pas, mais il n'était pas sûr du tout de le mettre dans le film. Et c'est là qu'intervient, je vous dis que c'est un film magnifiquement, parce qu'ils ont, au montage, le montage est formidable, parce que c'est le montage qui compte évidemment aussi beaucoup, hein, l'image est superbe, mais pas dans cette image-là, c'est simplement l'idée d'avoir mis cette séquence au début du film. Eh bien, je trouve que c'est épatant parce que, en plus de ça, ça vous dit ce que va devenir le film, ce que va être le film. En effet, Jean-Claude Carrière chante, donc en occitan, et je traduis, « Faisons un trou dans la nuit pour voir si demain il fait beau. » Je répète, « Faisons un trou dans la nuit pour voir si demain il fait beau. » Parole occitane qui commence donc le film et qui, au fond, secrètement, nous donne l'ambition du film. Est-ce que ce film où de beaux esprits fins et intelligents se croisent, sera, nous l'espérons tous, un trou dans la nuit de notre actualité, de notre présent pour entrevoir le futur lumineux et ensoleillé? Bah écoutez, c'est une métaphore très pertinente que le montage en début du film, et ça lui donne beaucoup plus de poids. On sait où on va grâce à ce début de film. Et en même temps, si la lecture de ce film, ou en tout cas de cette phrase, n'est pas politique, elle est, j'ai envie de dire, la définition d'un acte créatif. Alors je vous propose, puisque nous parlons d'actes créatifs, on va se faire une petite pause musicale et qui, effectivement, est liée plus ou moins au film.
vous parle donc du film de José Luis Lopez Linares que vous pouvez voir sur tous les bons écrans. Il s'agit de L'ombre de Goya. Alors, le film commence par, enfin pas uniquement, mais un peu plus tard, dans la deuxième séquence, on va dire, ou la troisième, c'est l'analyse d'un tableau de Goya fait par Carrière, Jean-Claude Carrière. Et donc, l'analyse de ce tableau, il décrit d'abord, pour avant composante, j'ai envie de dire, avant les, enfin composantes iconographiques avant les composantes esthétiques, si je puis dire. Et donc, sur ce tableau, il y a deux châteaux, deux constructions qui se font face, qui s'opposent. Il y a celui qui est construit en pierre, c'est le château des aristocrates, et en face, vous avez celui qui est une grande botte de foin, c'est le château, j'ai envie de dire, des travailleurs. Et au milieu, il y a une fourche révolutionnaire. C'est donc, je vous le disais tout à l'heure, avant la musique, que, au fond, l'acte de création, c'est un acte politique. Pas politisé, un acte politique. Et donc, dans ce tableau, aux formes qui sont... il y a des formes et des couleurs qui sont très douces, assez adoucies, mais cela montre la violence. Et d'ailleurs, cette idée de violence et sensibilité, ce sont des mots que, dans le film, Carlos Saura, qui était un excellent réalisateur espagnol, comme vous le savez, ou que vous ne le savez pas, et maintenant vous le savez, ce sont les mots qu'il va utiliser, violence et sensibilité, pour parler de Goya. Mais il y a une phrase qui est une parole d'une chanson, sur laquelle il faut peut-être s'arrêter, ça va dans le même sens. Terrible est l'amertume des douceurs. Terrible est l'amertume des douceurs. Voilà, à méditer, parce que je trouve qu'actuellement, surtout, ça prend une certaine résonance. Alors, le réalisateur a parfois utilisé aussi des images qui sont réalisées par des drones. Des drones, vous le savez ce que c'est une espèce d'appareil comme ça, un objet volant identifié qui prend une caméra et qui filme au-dessus de la mêlée, etc., etc. Alors bon, aujourd'hui, on en abuse, ça devient merdique parce que ça sert à rien, on se demande pourquoi on est en haut, enfin bon, bref, si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, quoi. En revanche, là, c'est très très bien fait parce qu'à chaque fois qu'il utilise, et très rarement, ça arrive au bon moment, c'est-à-dire que tout d'un coup, la caméra prend de la hauteur, et surtout par rapport aux lieux importants qui sont le berceau de ces trois personnes, j'ai envie de dire, à la fois Goya, Buñuel et Carrière, et c'est notamment au-dessus de Saragosse. Et comme vous le savez, ce grand point de vue au-dessus de la mêlée, Hitchcock disait c'est le point de vue de Dieu. Alors je ne ferai aucun commentaire, mais c'est vrai que l'utilisation de ces images en plongée énorme, zénitale, c'est quand même très intéressant. Alors l'intérêt de ce film, c'est que c'est un film qui en apprend aussi beaucoup, à la fois sur Goya, sur Carrière et sur Buñuel. Mais l'intérêt de ce documentaire, justement, c'est qu'il n'est pas didactique, il n'est pas pédagogique, mais il joue sur l'émotion et sur les silences. Et ça veut dire que tout d'un coup, ces œuvres, ces trois personnages, pénètrent en vous comme ça par leur intelligence et leur regard et même leur silence, voilà, et leurs paroles. Et au fond, ces silences, c'est ce que Goya va regarder. Et les yeux de ces personnages
ont cette intensité. Moi, ça m'avait toujours frappé, d'ailleurs, dans les toiles de Goya, mais là, je crois que j'ai mieux cerné le pourquoi. Eh bien, ce sont des regards, ce sont des yeux qui écoutent. Ce sont des yeux qui entendent. Voilà, des yeux qui voient le silence et le vacarme. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on est frappé. Il faut revoir les toiles de Goya pour voir ce regard très intense qui est sur tous ces personnages. Alors, le réalisateur a aussi mélangé des séquences où la malice de Carrière apporte un certain humour. Notamment, il y a toute une séquence avec les séries de pieds que Goya aimait peindre. Alors, on voit en effet toutes ces femmes dans des petites chaussures très fines, à talons. Voilà. Alors, c'est amusant parce que c'est vrai que ça c'est lié au fétichisme de Buñuel que vous connaissez. Il avait le fétichisme des pieds, notamment, souvenez-vous d'un film où c'est évident, Elle, de Buñuel. Il l'avait tourné quand il était dans sa période mexicaine et où on voit tout d'un coup une espèce de travelling comme ça sur les pieds. C'est un vendredi saint. On vient laver les pieds de la dame, etc., etc. Enfin bon, il n'y a pas que ça, mais enfin voilà. Donc, c'est pour vous dire que petit à petit, on s'aperçoit à quel point ces trois personnages qui sont les héros du film, l'ombre de Goya, eh bien, elle est sur Carrière, elle est sur Buñuel, c'est un tout, quoi, voilà. Il y a aussi une autre séquence qui est assez amusante, parce qu'il dit que, notamment, enfin, c'est Carrière qui disait que Goya préférait peindre les pieds, il disait que s'il peignait les mains, c'était beaucoup plus cher, voilà. Bon, voilà, donc c'est petite anecdote sympathique. Il y a aussi une chose, alors ça j'ai appris, donc je pense que peut-être vous aussi, à moins que vous le sachiez, mais je vous le dis quand même, il se trouve que, notamment, la duchesse d'Albe, qui a été plusieurs fois peinte par Goya, vraisemblablement il devait y avoir des relations, bon, on n'était pas dans l'alcôve, mais enfin très proches, on va dire, l'un et l'autre. La duchesse d'Albe, très souvent, elle a sa main comme ça, qui est joliment présentée, mais avec un index qui pointe quelque chose comme ça, donc on se demande ce qu'elle montre, et des exégètes ont découvert que la position de cette main correspond dans le langage des malentendants, c'est la lettre G, comme Goya. Et donc, quand on suit la direction de cet index, eh bien, quelquefois, ça va, par exemple, sur le sol où est écrit Goya. Voilà. Donc, c'est quand même astucieux. Moi, je n'avais pas fait le rapprochement. Et en même temps, puisque c'est le langage des malentendants, il faut savoir que Goya, sur la fin de sa vie, est devenu sourd. Je crois vraisemblablement à la suite de syphilis, etc. Il y a toute une maladie qui est allée crescendo jusqu'à une surdité complètement complète. Et quand je disais que tout tourne autour de la création, et la création cinématographique aussi, eh bien, Carrière, Jean-Claude Carrière, quand il commente certains cartons de Goya qui sont intitulés Caprice, il dit « le reflet de ses pensées qui se transforment en images ». Oui, dans le Caprice, il y a le reflet, il parle de Goya, de ses pensées qui se transforment en images. Ben écoutez, c'est la définition du cinéma. Je veux dire, le cinéma, il est pas là pour, refaire la réalité. La réalité, elle a pas besoin de nous, hein. Mais en revanche, le cinéma, c'est ça. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Il faut transcender une pensée, mettre en image et en son une pensée. Et Goya n'est pas seulement un penseur, parce qu'à un moment, il y a une séquence qui est magnifique d'ailleurs dans le film, un homme qui pratique la gravure, mais avec beaucoup d'énergie, je dirais avec son burin, machin, etc. Ça veut dire que dans le processus de création, penser, c'est bien, et c'est pas suffisant. D'ailleurs, je vous parlerai vraisemblablement cette semaine dans les matinales de Godard. Godard, il est tout à fait d'accord, c'est pas suffisant. Il faut savoir faire, fabriquer. C'est-à-dire un processus créatif qui relève d'ailleurs aussi de la magie. Tout d'un coup, vous faites un trait et tout d'un coup, ça a du sens, quoi. Vous voyez, on est un peu, comment expliquer? On est un peu bleu, quoi, devant le mystère de la création. Et Jean-Claude Carrière se risque à une définition d'un grand artiste. Il dit, je cite, « Il voit en nous ce que nous ne voyons pas ». Ça aussi, c'est très important. Il voit en nous, ça veut dire que quoi? Pourquoi il faut être intéressé par la culture? Parce que justement, ça nous découvre, ça nous dévoile. On arrive à se dévoiler grâce à une œuvre artistique. Alors, si vous passez à côté, vous restez aura des pâquerettes, hein. Et d'ailleurs, Carrière était très intéressé par la mécanique quantique. Alors bon, là, c'est pas du tout mon domaine, donc je vais pas me lancer dans des grandes explications sur la mécanique quantique. D'autres peuvent le faire beaucoup mieux que moi, mais
Je sais en tout cas qu'on peut vivre quantique, ce qu'on appelle vivre quantique, c'est-à-dire on vit quantique sans le savoir, on est comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose. C'est-à-dire si on se connecte aux énergies, si on s'ouvre aux autres, on est dans ce qu'on appelle on vit quantiquement, je ne sais pas si le mot existe, en tout cas, voilà. Mais bon, j'y vais sur la pointe des pieds, je suis pas du tout spécialiste. En tout cas, j'ai quand même noté cette phrase dans le film, les astrophysiciens ont la perception de l'invisible. Alors ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être, on est en train d'évoluer, et effectivement, si on transcende la vision, on fait acte de création. Donc tout ça est extrêmement lié, c'est intéressant, c'est intelligemment fait. Bref. Le film va petit à petit nous entraîner dans la ronde de ces trois personnages dont je vous ai déjà parlé, Goya, Buñuel, Carrière, avec des similitudes incontestablement. Alors, notamment, il y a aussi des films, il y a même dans leur création, et puis des choses qui sont drôles parce que c'est vrai que c'est quand même un film, c'est pas pour bonnet de nuit un film emmerdant, pas du tout, c'est au contraire très vivant. À un moment, il y a un plan, Carrière nous montre une toile de Goya qui représente un chien qui sort la tête comme ça de la terre. Il est en train de naître, ou je ne sais pas, on saurait pas dire exactement de quoi il s'agit. Mais Carrière, aussitôt, il a fait le rapprochement avec un chien de Buñuel. Buñuel, il y avait un chien qu'il adorait et qu'il appelait Tristana. Évidemment, ça impose, quoi. Tristana, donc c'était la chienne de Buñuel et qu'on retrouve effectivement, d'une certaine façon, Tristana dans une peinture de Goya. Et il y a aussi la malice de Carrière quand il est devant les deux Majas. Je crois qu'on dit Majas quand il y a un J. Moi, j'ai pas fait d'espagnol, mais au lieu de dire Majas, ça s'écrit Majas, on dit Majas. Alors, il est là devant les deux Majas. C'est vrai que même quand on connaît pas Goya, on connaît au moins ces deux Majas. Je crois, il y en a une qui est nue, l'autre qui est habillée. Elles sont répandues sur un sofa de la même façon. Et alors, Carrière, très malicieux, est devant ces deux femmes, l'une nue et l'autre habillée. Et il dit... elle est en train de me dire « Qu'est-ce que tu attends ?» Voilà, donc évidemment, tout est possible, vous pouvez lire cette phrase comme vous le voulez. Donc c'est encore une fois un regard, une fois de plus, qui entend. C'est le regard du spectateur, c'est le regard de Carrière, mais c'est par rapport au regard de celle qui a été filmée, enfin pas filmée, mais peinte sur la toile, évidemment. Donc ce qui est aussi très intéressant dans ce documentaire, c'est d'avoir donné la parole à un moment, ça arrive juste au bon moment, à des spectateurs lambda qui sortent d'une exposition de Goya. Et alors dans le montage, on a extrait les mots qui définissent la peinture de Goya, et Goya lui-même, c'était un grand observateur de l'humanité. Et j'ai envie de dire que le réalisateur Linares de ce documentaire, il est aussi un grand observateur de l'humanité, comme l'est aussi Buñuel et comme le fut aussi Carrière. Voilà, donc c'est pour vous dire que il y a une intelligence d'écriture qui est assez remarquable. Et puis il y a une séquence aussi, passage de taureau et la corrida. Alors là, évidemment, faut toujours y aller avec sur la pointe des pieds, parce que vous avez toujours, ah là là, les anti-corridas, nanani, nanana. Bon, bref. Et donc, évidemment, Carrière fait pas de commentaire, il dit simplement, c'est à ce moment-là qu'il dit ça, il ne faut pas analyser avec notre regard actuel. Ce serait bien de redire cette phrase et pas uniquement à propos des corridas et etc., etc. Il ne faut pas, oui, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on se plante complètement. Il ne faut pas analyser avec notre regard actuel. Donc, c'est bien de le rappeler. Il y a aussi dans ce film, L'ombre de Goya, de la nostalgie. Mais de la nostalgie, j'ai envie de dire, de bonne aloi. C'est-à-dire pas celle qui empêche d'avancer, gna gna gna, c'était mieux hier, patati patata. Non, au contraire, c'est une nostalgie qui est vraie chez Goya, comme chez Buñuel, comme chez Carrière, qui dit... À un moment, l'idéal des Lumières, c'est le goût pour les individus. Eh ben oui, là aussi c'est à méditer, ça pourrait être une phrase qu'on pourrait peut-être donner au bac philo. L'idéal des Lumières, c'est le goût pour les individus. On fera aucun commentaire ici. Et il y a aussi chez Goya beaucoup de solitude. Comme le dit Carrière, Goya devient sourd, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc il ne lui reste plus que le regard, qui est intense. Et Carrière même précise, Goya est un homme seul dans son silence. Et dans cette cohérence du documentaire, parce que moi c'est ce qui m'a le plu dans cette réalisation, il était fatal d'évoquer le film de Buñuel, Les fantômes de la liberté. C'est un film qui doit dater des années 70-74, et on le rapproche évidemment du tableau de Goya avec les fameuses exécutions violentes dont évidemment l'Espagne a subi. Et là,
Là aussi, c'est intéressant parce que on n'est pas dans le réalisme. Aujourd'hui, on nous parle toujours de réalisme. Oh là là, il faut absolument rapprocher le réalisme. Je vous l'ai dit 100 fois. Ça présente aucun intérêt. Mais là, on est dans l'idéalisme. Et il y a aussi toujours à propos de ces analyses-là, vous voyez, très, très fines, très futées, il y a une phrase, je dirais presque prophétique. Je cite, de Carrière, « Le sommeil de la raison engendre les monstres. » Là aussi, c'est à méditer, hein. Phrase qui, surtout de nos jours, il me semble. Le sommeil de la raison engendre les monstres. On va faire aucune allusion avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais enfin bon, c'est un autre problème. Et à un moment, rien n'est... Au fond, on parle de tout, très librement. Vous voyez, c'est un film où la liberté existe, parce que c'est justement l'intérêt de ce documentaire. C'est ce que je n'aime pas, moi, dans les documentaires. C'est souvent un prêchi-prêcha, machin, il y a un type qui vous explique ce qu'on doit penser. Ça a le don de m'irriter, mais prodigieusement. Tandis que là, on aborde tous les sujets, et notamment, il y a même au milieu du film, un Christ en croix, peint par Goya, et Carrière dit, ça n'engage que lui, mais c'est intéressant de l'entendre, celui qui meurt d'amour ne meurt jamais. Et là aussi, j'ai envie de dire que c'est quand même des phrases qui nous intéressent aujourd'hui, au moment où il y a des conflits, etc. Celui qui meurt d'amour ne meurt jamais. Ben oui. Alors, cela peut être entendu, je crois, avec une résonance particulière aujourd'hui, évidemment, quand il y a tous ces conflits. Et alors évidemment, la fin du film aussi est formidable parce que ce trio, la fin du film et la fin de ce trio, eh bien, ce sont 3 personnes qui vont garder le contrôle, même dans leur mort respective, et surprenante, parce que ils disent que ce soit Goya, il a compris qu'il mourrait, Buñuel pareil, et là, il y a un interview de la femme de Carrière qui dit aussi, il a compris que voilà, il passait de l'autre côté. Et donc, ces 3 fins où il garde le contrôle, c'est d'autant plus intéressant que le réalisateur a décidé, en dernière séquence, fin du film, on voit Jean-Claude Carrière face aux Maras de Goya, donc ces 2 femmes qui sont peintes par Goya, qui sont là et dont il est toujours, secrètement amoureux, en tout cas très happé par le regard de ces 2 femmes. Il leur dit, j'essaierai de revenir. À bientôt. J'espère. Et quelques mois après, il a même pas vu la fin du film. Le film monté, oui, mais pas mixé et pas présenté. Jean-Claude Carrière passait de l'autre côté du miroir. Donc, voilà. C'est-à-dire que on s'interroge. Est-ce qu'il aura encore le contrôle? Voilà. Et nous aussi, on s'interroge. Est-ce que nous aurons encore ce contrôle-là? Bon, c'est pas sûr. C'est un vaste débat qui n'est pas ici. Mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est un film. Quel bonheur. Quand on sort de ce film, on est heureux, vous voyez, et heureux de voir qu'il y a quand même, on est porté par des gens d'une grande intelligence, c'est fait avec beaucoup d'habileté, de maestria, voilà, ça existe encore, donc précipitez-vous pour voir l'ombre de Goya. On va écouter tout de suite la bande-annonce. Je me pose chaque fois la même question depuis que je viens ici depuis tant d'années. Laquelle je préfère? J'admire tout, les dentelles du corps comme celles des coussins. Et ce regard qui ne me quitte pas, qui me suit partout. Es un pintor que tiene esas 2 cosas que a veces tiene David Buñuel, ¿no? Un lado brutal, muy bárbaro si quieres, muy violento. Y por otro lado, una extraordinaria sensibilidad, ¿no? Goya est une fontaine pour tous. Chacun peut y trouver pour se désaltérer, pour s'effrayer. C'est toujours assez passionnant de pénétrer dans l'intimité d'un peintre. Chaque gravure de Goya pose une question à celui qui la regarde. C'est ça, évidemment, qui fait les très grands artistes. Ceux qui voient en nous des choses que nous ne voyons pas. Bien
Bien, bah écoutez, vous l'avez compris, c'est un film que je vous recommande très vivement. Et la prochaine fois, c'est aussi un film que je vous recommande très vivement, mais ça n'a rien à voir, parce que c'est un film de Ruben Östlund. Alors là, il tire sur tout ce qui bouge et c'est un bonheur absolu. Si vous voulez vous amuser et avoir un peu de recul, il faut voir ce film. On en parle la semaine prochaine. Salut, salut!